Eh bien, bonsoir à tous. Quel plaisir de vous retrouver, plus tous ceux qui vont descendre, car en fait, j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, dans cette journée de retrouvailles, que tout le monde a du mal à venir s'asseoir dans les salles, etc., tellement tout le monde est content de se retrouver. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez lever la main. Est-ce que vous êtes content de vous retrouver? Alors, il y en a qui n'écoutent pas encore, parce qu'ils n'ont pas levé la main. En tout cas, moi, je suis absolument ravi, y compris ceux qui sont arrivés juste, qui sont montés à la dernière escale. J'en ai vu quelques-uns que je remercie d'être venus, même pour un petit bout. Ça, c'est Univers SwiftNet. On vient quand on veut. Et même si on n'a pas le temps de passer toute la journée, on peut quand même venir passer un moment à Univers SwiftNet. Un Univers SwiftNet où nous ne parlerions pas de paiement, on ne l'appellerait pas Univers SwiftNet, on l'appellerait Univers 100. Alors que nous approchons le 50e anniversaire de Swift, c'est dans quelques mois, là, 50e anniversaire de Swift. En 2023, nous sommes rentrés dans une transformation du monde des paiements qui est probablement, en tout cas c'est mon point de vue, la plus importante que nous ayons pu vivre depuis la création de Swift il y a 50 ans. Swift avait été créé pour automatiser le Telex, et là, nous sommes en train d'automatiser l'automatisation pour faire en sorte que ce que l'on avait automatisé et qui prenait quand même du temps n'en prenne plus, y compris à l'international. Et c'est quelque chose qui est tout à fait considérable, dont les impacts sont pour tous absolument importants. Voilà, donc pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Zakin d'HSBC, Saskia De Volder, que tout le monde connaît, de Swift, et Bruno Melado, qui a pris un abonnement pour venir tous les ans à Univers SwiftNet, et je le remercie, de BNP Paribas. Vous expliquerez un petit peu tout à l'heure ce que vous faites, mais pour démarrer, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Faiza Arsane de Danone. Alors pourquoi j'accueille Faiza Arsane? Oui, j'ai mal géré, pardon. C'est pas grave, vas-y, j'allais jusqu'à la fin. Okay. Alors pourquoi j'accueille Faiza? Parce que nous avons eu l'occasion de faire avec Faiza un travail ensemble au dernier trimestre de l'année 2021 et qui finalement est la parfaite introduction à notre session de paiement. Et du coup, j'ai demandé à Faiza s'il voulait bien me rendre ce service en disant voilà, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ce travail que nous avons fait? Faiza a accepté. Et donc, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Faiza Arsane de Danone. Welcome, my son. Welcome to the machine. Merci Hervé. Bonsoir à tous. Donc effectivement, avec Hervé, au dernier trimestre 2021, on s'est penché sur le sujet des paiements et surtout des paiements dans les 5 ans à venir. L'objectif pour nous, je me fais juste expliquer 2 secondes pour les slides. C'est le gros bouton vert. Ah, il était trop gros. Donc l'objectif pour nous, c'était de se dire à partir de l'écosystème dans lequel on est aujourd'hui dans notre groupe, où on a des systèmes de paiement, on a des TMS, tout ça fonctionne très bien, ça fait le job, donc c'est ce qu'on a au milieu sur le slide. Il y a tout un tas de sujets dont on entend parler, auxquels on s'est intéressé, qui font l'objet d'ateliers divers et variés à la FTE, à Univers SwiftNet, que les banques nous présentent. Il y a des évolutions dans nos systèmes aussi en interne, dans les systèmes amont. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut que l'on creuse? Vers quoi est-ce qu'il faut que l'on aille quand on construit un plan à 5 ans? Puisqu'on sait très bien que lorsque l'on fait évoluer nos systèmes de paiement, on a des investissements, on a des projets. Donc si on veut avoir quelque chose dans les 2, 3, 4, 5 ans à venir, il faut commencer à le dessiner aujourd'hui. Donc on est parti de là en se disant, en fait, à force de voir tous ces sujets, on a du mal à faire le tri. Donc posons-nous, regardons tous ces sujets dans cette perspective-là, et on s'est fait aider d'Hervé, effectivement, pour faire cet exercice. Alors comment l'avons-nous fait ?
On a revisité un certain nombre de sujets. Globalement, on serait venu ce matin à Univers SwiftNet, on serait répartis dans tous les ateliers, on aurait probablement couvert à peu près tous les sujets qu'on cherchait à couvrir, puisque vous voyez là en 6 catégories, alors histoire de les catégoriser un petit peu, on a regardé des sujets type environnement technologique, alors le cloud, les API. Ok, c'est pas nouveau, mais en système de paiement, chez nous, on n'est pas encore dans le cloud, on n'est pas en SaaS. Et encore moins en train d'utiliser les API. Donc, quelles sont les opportunités qu'elles peuvent nous apporter? Pourquoi est-ce qu'on pourrait les utiliser à l'avenir? Il y a eu tout le volet de la transformation des échanges interbancaires. ISO 20022, on ne va pas avoir le choix, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce qu'il faut commencer maintenant pour être prêt à temps derrière? Est-ce qu'il y a des sujets master data, par exemple? Tout ce qui va autour du temps réel également. L'autre thématique importante, et où là on voit très vite que le trésorier ne travaille plus tout seul, ne peut pas travailler tout seul sur ces sujets-là, ce sont tous les sujets de conformité, sanctions, fraude, tous les outils de contrôle, où est-ce qu'on les met, avec qui on travaille sur ces sujets-là. Quand je dis où est-ce qu'on les met, c'est à quel bout du process est-ce qu'on les met. Évidemment, on a fait un passage par tous les produits, toutes les évolutions produits. Alors, vous voyez des choses qui ne sont pas dans le futur, qui sont déjà aujourd'hui. Swift GPI, c'est déjà là aujourd'hui. Est-ce qu'on l'intègre à nos outils? Est-ce qu'on continue d'utiliser les plateformes de e-banking? Est-ce qu'on a besoin de l'information tout le temps, à tout moment? Ou est-ce que c'est juste de l'information à des moments choisis qu'on va chercher juste quand on en a besoin? Est-ce que les cryptos sont un sujet qu'il faut qu'on regarde? On est un groupe Danone qui fait essentiellement des paiements B2B. Le B2C est une toute petite partie, donc notre étude n'a pas du tout couvert le B2C. Mais est-ce que les cryptos sont quelque chose qu'il faut intégrer dans un plan à 5 ans? Est-ce que les monnaies de banque centrale font partie du paysage pour nous? Évidemment, on ne peut pas faire l'économie quand on se pose la question des paiements, de voir quels sont tous les axes d'efficacité que l'on peut aller chercher. Est-ce qu'on exploite correctement déjà les données qu'on a aujourd'hui à disposition de la part des banques? Et est-ce qu'elles arrivent au bon endroit pour être exploitées le plus efficacement possible? La réponse est non, en ce qui nous concerne. Mais justement, quels sont les leviers que l'on peut avoir? Les process de validation, le contrôle des frais. Et puis, évidemment, qu'est-ce que les ERP vont nous apporter comme solution? Est-ce que demain, on a encore des outils de com bancaire ou est-ce qu'on se reposera sur nos ERP avec les nouvelles versions? Et comment l'offre éditeur évolue-t-elle? Donc, une fois qu'on a vu tous ces sujets, on voit assez rapidement que les paiements hier, ça pouvait être résumé, alors de façon très très synthétique, comme un échange de fichiers entre l'entreprise et sa banque. Déjà aujourd'hui, en tant que trésorier, on va plus loin et on est obligé de considérer tout l'interbancaire, notamment tout le système de banque correspondante. Et on est déjà bien aidé par Swift GPI qui nous permet maintenant de bien tracer où sont nos paiements, avec de plus en plus de banques qui y adhèrent et on est grandement aidé. Demain, il me semble qu'on ne peut plus parler de paiement sans regarder le process de bout en bout. Déjà, aujourd'hui, quand on veut le faire évoluer, on voit bien que nous, trésoriers, on est confrontés à des limites. Quand certains d'entre vous viennent nous voir avec des outils pour contrôler les coordonnées bancaires de nos tiers ou des outils de screening sanctions, nous, on arrive très vite dans des discussions où on dit « Ok, dans les outils de paiement, c'est très bien, mais en réalité, c'est bien en amont qu'il faut qu'on ait tous ces outils de screening en premier lieu, puisqu'au moment où on fait le paiement, si on le stoppe, on est déjà engagé dans une transaction. » Donc, comment est-ce qu'on va travailler pour que, de bout en bout, nos paiements passent tout seuls, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment traités en STP, sans erreur, sans être bloqués au niveau de la conformité? Donc, comment est-ce qu'on travaille toutes ces données, qu'on exploite toutes les données à disposition? Donc on ne peut plus travailler en silo, mais on croit très fort qu'on sera dans un système de bout en bout. Et là, j'ai juste un dernier slide et je passe la main aux experts. Il me semble assez clair que dans les paiements, dans les 5 années à venir, le cloud et les API sont incontournables. Est-ce que ce ne sera que ça? J'en suis pas convaincue. Il y a une histoire de rythme, certainement. Le temps réel va avoir un impact. Qu'est-ce qu'on en prend en tant que corporate? Je pense que le curseur va être différent d'un corporate à l'autre.
Et l'idée, c'est vraiment le temps réel de bout en bout, donc les données que nous envoyons aux banques, mais aussi les données que nous récupérons des banques sur les rejets. Comment est-ce qu'on les amène jusqu'au bon endroit dans l'entreprise pour qu'elles soient traitées le plus vite possible. Aujourd'hui, elles s'arrêtent chez nous, trésoriers, et c'est nous qui les dispatchons au sein de l'entreprise, avec l'incertitude du bon traitement de l'information pour réémettre le paiement. Et voilà, le slide parle par lui-même, émettre des paiements, zéro fraude, zéro défaut. Et on pense quand même que tout ça va continuer à se faire avec les banques et les systèmes d'échange interbancaire, en tout cas dans un horizon de 5 ans. Donc ma conviction n'est pas que les API remplaceront SWIFT. Voilà. Donc je laisse la place aux experts pour vous raconter la suite, et je vais aller l'écouter. Merci beaucoup, Faiza. Merci. Welcome, my son. Welcome to the machine. Nous voici donc dans la salle des machines et au cœur de la machine. Peut-être, je voudrais vous demander simplement de dire ce que vous faites dans la banque ou dans l'institution que j'ai citée, car parfois les titres ne recouvrent pas exactement le travail que vous faites. Michel, s'il te plaît. Tout d'abord, bonjour à tout le monde, et je suis ravie d'être là pour une des dernières séances de la journée. Pour ma part, je suis responsable des propositions et de la commercialisation de nos produits paiement. C'est notamment un travail sur les appels d'offres un peu complexes. C'est également des propositions qui tentent à coordonner un certain nombre de produits pour répondre finalement à une problématique client. Et c'est également une réflexion sur les moyens de paiement à venir et finalement quel impact ça peut avoir pour nos clients. Et comment effectivement amener ces sujets, et est-ce que c'est dans le order book 2023 ou 2026 qu'il faut le mettre? Voilà. Saskia, donc chez Swift, et alors est-ce que c'est vrai que c'est la transformation la plus importante depuis la création de Swift? Merci Hervé, oui, merci de nous avoir invités. J'ai été 15 ans dans Business Development, donc j'ai travaillé avec beaucoup de banques qui sont ici. Maintenant, je me trouve dans stratégie. Je regarde les cross-border payments, bien sûr, mais aussi l'agenda du G20, comment répondre à des différentes building blocks qui sont là, comment est-ce qu'on peut faire ensemble avec les banques une certaine réponse. Et finalement, on travaille tous pour le même objectif, d'avoir des paiements instantanément, sans friction. Donc, on fait ça tous ensemble. Merci Bruno, donc chez BNP Paribas, Fortis. Oui, en fait, BNP Paribas, tout court. Je suis dans le Cash Management Competence Center, qui est basé à Bruxelles et à Paris, et qui est responsable de voir les développements produits pour vous aider à faire quoi? Être payé et payer. Et surtout être payé. Et là, je m'occupe des soucis de paiement, les innovations aussi, mais aussi des paiements qui existent aujourd'hui, les effets commerce, les chèques, c'est chez moi aussi. Donc en fait, c'est plutôt voir toute la panoplie des moyens de paiement pour vous, les trésoriers. Alors j'ai une première question pour toi. En fait, quand on discutait de la préparation, et c'est pour ça que j'ai pensé à Faiza, cette notion de temps réel de bout en bout, ça sous-tendait complètement, me semble-t-il, la stratégie de BNP dans les paiements. Donc, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Donc, du côté, surtout B2B, pour suivre sur la thématique, en fait, si vous pensez à des paiements entre les entreprises, c'est beaucoup plus complexe que des paiements entre des individus. Sur les entreprises, vous avez différents rôles. Donc, la personne qui achète, la personne qui valide la facture, ce n'est pas la même personne qui paye et qui appuie sur le bouton. Donc la clé sur l'instantanéité, ce n'est pas seulement le fait d'avoir des machines qui exécutent le paiement et directement sécurité, c'est de parcourir le process qui permet, grâce à Cloud, API, Swift ou pas Swift, de pouvoir faire ça de façon rapide, coordonnée, avec des certitudes que le paiement est fait. Et donc ça, c'est le challenge, parce que ça veut dire qu'il faut regarder toute l'entreprise, les achats, les ventes, les personnes avec différents rôles de validation. Et tout en sécurité, comme c'était clair, l'instantanéité amène des risques sur la fraude. Donc il faut aussi pouvoir faire ça tout en sécurité tout le long. Donc ça, c'est un peu le thème. Je pense que toutes les banques
on est tous sur le même objectif de créer cette expérience instantanée, expérience client, pour que les achats, les ventes s'effacent de façon à oublier le paiement. C'était ton propos, Hervé. Effectivement. Oui, c'était le titre. Hein. Qui parlera encore de paiement en 2027 ? Peut-être qu'on parlera encore de paiement. Oui, tout à fait. Et je ne sais pas si c'était ma question, non. Mais en fait, le sujet, c'est que, juste pour s'y peut ajouter, finalement, vous, les trésoriers, vous avez une super opportunité, je pense que ça a été évoqué, de vous mettre devant votre entreprise pour aider vos collègues de marketing, vos côtés d'achat, à innover avec les paiements. Parce que la décision commence là, chez le marketing, chez les achats. Et donc, si vous n'êtes pas pressant, nous, on voit que les acteurs des achats, ils viennent voir la banque pour intégrer le paiement. Ou les marketing viennent nous demander comment intégrer le paiement. Et sur les B2B, c'est une opportunité très importante pour vous, je voudrais vraiment vous convaincre là-dessus, de pouvoir innover avec vos collègues dans l'entreprise, parce que toutes ces innovations desquelles on va parler ensemble peuvent changer la donne sur l'expérience B2B. Et je pense que là, on va essayer de vous convaincre là-dessus. Merci Bruno. Et alors, Saskia, peut-être une première question. On voit bien que tout ce monde des paiements, Bruno l'a décrit, à l'intérieur de l'entreprise, il va falloir coordonner des gens. Et à l'intérieur du monde interbancaire, à travers les différents pays, les différentes réglementations et différents systèmes, je pense qu'il y a un travail colossal à faire, non ? Oui, merci Hervé pour la question, mais je voudrais bien commencer par dire que le monde financier, Swift et les banques, ne le font pas si mal aujourd'hui, les paiements internationaux. Et si je fais quelques chiffres, 78% est déjà exécuté dans les 5 minutes, 90% est exécuté dans la journée. Donc c'est déjà pas mal, mais oui, il y a encore des frictions. Et il faut justement se focaliser, et je pense que GPI, qu'on a fait ensemble, a donné la possibilité de vraiment vérifier où se trouvent les problèmes pour avoir des paiements instantanément sans friction. Et on découvre que, bon, un côté, il y a encore certaines banques dans certains pays qui ont peu de travail à faire parce qu'ils ne sont pas 24/7, ils sont encore en batch. Donc là, il y a quelques soucis. Il y a bien sûr la grande différence entre un paiement domestique et un paiement international qui est toute la compliance et qui fait qu'il n'y a pas d'harmonisation de compliance autour du monde. Donc ça fait que, bien sûr, là aussi, il y a un travail encore à faire où le secteur public et le secteur privé doivent travailler ensemble pour trouver des façons d'améliorer cette partie. Et oui, Swift, en étant entre les banques, on essaye vraiment de regarder quels sont les derniers éléments. Et je pense que comme tout le monde, et c'est déjà mentionné par avant, c'est ISO 20022. Et ce n'est pas le standard même qui va faire la différence, c'est les informations qui se trouvent dans ISO 20022, plus d'informations et beaucoup plus structurées pour que ça passe beaucoup plus vite. Ça, c'est une chose, et là, on travaille tous ensemble. Et deuxièmement, Swift a pris l'opportunité, ensemble avec la communauté, de changer la façon dont on s'échange. Aujourd'hui, et comme j'ai des banques autour de moi, ça me fait un peu plus facile. Mais si un client de BNP veut envoyer à HSBC et à quelqu'un, prends-moi entre les deux, ça passe séquentiel. Donc, chacun, dans l'étape, fait une vérification, revoit toutes les informations et finalement, le paiement est exécuté. Dans le futur, cette année, en novembre, on va lancer le Transaction Manager qui, justement, va utiliser des APIs et qui va faire que chaque banque qui se trouve dans la transaction va être capable de, en même temps, et de voir toutes les infos qui se trouvent dans le ISO 20022, structurées, et va être capable de revoir toutes les infos qu'il a besoin, vérification de screening, etc., tous en même temps. Et comme a été nommé, prévalidation, on est vraiment convaincu que pre-validation ou prévalidation est très important parce qu'au moment que le paiement est parti, il est parti. Et s'il y a des problèmes, il faut le découvrir le long du paiement, que si on fait une validation avant le paiement, on est plus ou moins garanti que le STP va se faire et que le paiement soit exécuté immédiatement. Je crois qu'effectivement, prévalidation, on aura l'occasion d'en reparler, c'est un sujet phare. Alors tu as parlé de ISO 20022, et je pense que vous avez compris au long de cette journée qu'il nous semble que c'est quelque chose d'absolument fondamental que tous les trésoriers doivent avoir en tête. Et j'aimerais bien que Michel
nous fasse un petit panorama de, finalement, ça veut dire quoi, la migration ISO 20022 pour les banques. Oui, tout à fait. Alors, peut-être juste, avant de répondre au calendrier des migrations, on va peut-être juste brosser finalement le contexte international et notamment les objectifs du G20 et le Conseil de stabilité financière, la feuille de route qui a été fixée. Et cela parce que finalement, depuis un certain nombre d'années, et plus récemment avec la pandémie, il y a eu une montée des paiements transfrontaliers qui font que, et portés effectivement par le commerce international, évidemment le e-commerce qui se développe fortement, des chaînes d'approvisionnement qui s'étendent de plus en plus, et finalement une reconnaissance par le G20 et par les membres qu'il y a un besoin d'apporter beaucoup plus de fluidité sur ces paiements parce qu'il manque la transparence, parce qu'il y a de la friction. Voilà. Et donc un certain nombre d'éléments qui ont fait que finalement une feuille de route a été définie en 2020 avec notamment une préconisation pour la refonte des plateformes d'infrastructures de paiement ainsi que finalement une standardisation, une harmonisation des formats et c'est pour la raison pour laquelle le format global ISO 20022 a été préconisé. Donc pourquoi ? Parce que finalement on a aussi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans tous ces moyens de paiement, c'est que dans certains pays on a des plateformes qui sont vieillissantes, qui font du batch, qui ne font pas du temps réel, où effectivement il y a des sujets de compliance, on en a parlé, qui ne sont pas pareils d'un pays à un autre. Donc tout ça, on a ce besoin d'harmonisation. Donc, où en étant des migrations ? Question posée. Donc, effectivement, cette année, il y a Swift qui va passer de MT à MX pour les messages 100, 200 et 900. Il y aura une période de coexistence jusqu'en 2025. Voilà. Donc, effectivement, c'est de l'interbancaire. C'est important de le noter. Il y aura également cette année Euro One et Target. En 2023, il y aura retenir, mais c'est facile, ça commence avec CH. Il y aura CHAPS, CHAT, Hong Kong et CHIPS US. Ça, c'est 2023. Et puis, je pense on s'était parlé de Fedwire, mais Fedwire, effectivement, a un décalage jusqu'en 2025. Il est intéressant de savoir le cas, par exemple, de la Suisse, qui est déjà en ISO 20022 en interbancaire depuis 2018. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a une vingtaine de pays à peu près qui sont en train de transformer leur plateforme de paiement. Et en fin de compte, l'intérêt pour les entreprises, mais on y reviendra peut-être un peu plus tout à l'heure, c'est que finalement, ce format global de bout en bout, la qualité des données qui vont être finalement, qui vont pouvoir nourrir ce format de bout en bout, et notamment les adresses structurées, devrait permettre une meilleure gestion des rejets, une meilleure gestion des données, et en fin de compte, sur des business models qui évoluent, on verra que l'utilisation et ce socle de format global va permettre à une évolution de solutions à valeur ajoutée. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. Alors, je voudrais bien qu'on apporte une petite précision, peut-être Saskia, quand on dit donc la migration des messages FIN, MT100, enfin de la catégorie 100, de la catégorie 200, de la catégorie 900. Ici, nous avons des entreprises qui sont utilisatrices de MT100 et de MT940. Et je voudrais qu'il soit absolument clair dans la tête de tout le monde qu'il y a des calendriers différents pour les banques et pour les entreprises. Correct. On en a parlé encore juste avant. La migration obligatoire ou avec une date de termination est faite pour les banques. C'est pas pour les sociétés. Donc pour les trésoriers, eux, finalement, Swift ne s'occupe pas officiellement de comment ils communiquent avec leur banque. Ils peuvent faire ça en continuant à en faire FIN, mais je vais quand même faire un petit appel. Pourquoi est-ce qu'on a fait ISO 20022 ? On l'a fait justement parce qu'il contient beaucoup plus d'informations et beaucoup plus d'informations structurées.
Et quand je vois que Danone, juste montré, fait aussi sa vérification de sanctions, etc., et que probablement elle veut avoir aussi certaines informations de retour quand le paiement a été exécuté, je pense que je fais quand même une demande de planifier la migration ISO 20022 pour avoir justement de l'information structurée aussi de retour. Mais il n'y a pas d'obligation de faire la migration pour une certaine date. Je crois que c'est important à dire. Il y a peut-être deux points qu'on pourrait ajouter à ça. Le premier, c'est que le rêve, il y a 20 ans, quand nous avons démarré avec Elie qui est dans la salle, et ça me fait tellement de joie de le voir là, que nous avons démarré cette finalement transformation pour les entreprises par le fait de pouvoir utiliser Swift, la promesse était que les 10 000 banques pourraient être atteintes grâce à FIN. À partir du moment où les banques ne vont plus utiliser FIN pour les paiements, nous pensons qu'il y a un risque que cette promesse ne soit plus par FIN. Et que donc, il y a une bonne raison d'utiliser ISO 20022 pour la qualité des données, mais il y aura aussi une bonne raison d'utiliser des systèmes alternatifs à FIN, API ou FileAct, pourquoi pas, mais sûrement API, pour mitiger le risque que nous avons autour de FIN. Oui, pour moderniser un petit peu, oui. API, APIs, comme on a déjà dit, ça fait la flexibilité de communiquer beaucoup plus facilement et sans intervention messagerie, donc de faire les deux en même temps, vous allez dire, est peut-être une bonne chose, mais ce n'est pas une obligation qui vient de Swift, c'est plutôt la relation, je dirais, les sociétés avec leur banque à décider quelle est la façon de communiquer. Chez BNP, ce point-là, vous l'abordez un peu comment ? Ouais, en fait, on doit, si vous voulez, on va migrer effectivement en Europe et dans chaque région dans laquelle la Banque centrale migre vers le nouveau format. Il faut imaginer que ce format, c'est des nouvelles règles, un format beaucoup plus riche. Et c'est ce que ça permet, c'est ça qui est important de dire, ça permet que ce format, c'est le même format, à quelques différences près, entre un système local instantané et un paiement international. Donc, quand on fait un paiement en Inde en 7 secondes, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on a un format international XML et après, ou ISO, et après on a le même format du côté du clearing indien, par exemple. Et ça peut se faire en instant cross-border. Donc, si vous revenez sur l'exemple des acheter online B2B sales ou payer un nouveau supplier avec qui on veut réduire le risque, ce paiement, il est confirmé parce que ça a été fait dans les 7 secondes. Donc, évidemment, on oublie le paiement, c'est fait. On peut envoyer la marchandise ou on peut... Donc ça, c'est la vision qu'on a. Il faut penser à les télécoms. Au niveau de télécom aussi, on met un message ISO 2022, c'est équivalent à une optical cable dans la rue. Donc on a une super tranche d'Internet dans la rue. Mais si vous ne changez pas à l'intérieur de la maison pour avoir plus d'espace, plus de données, plus de richesses, l'effet ne va pas arriver jusqu'au bout. On ne pourra pas avoir cette télévision HD avec plein de services. Donc voilà, il faut imaginer que c'est un peu la même chose. C'est un format, c'est un service, c'est le TMP qui permet d'interagir entre les banques avec le nouveau format ou sans le nouveau format. Mais à la fin, ça va permettre d'aider à que tout le monde, parce que c'est tout le monde, tous les pays du monde, évoluent vers ce nouveau standard. Donc c'est une vision, ça ne va pas se faire d'un jour à l'autre, mais ça va permettre d'avoir des nouveaux cas d'usage, des nouvelles façons de faire finalement que l'économie continue à améliorer dans sa efficacité. Et quand nous préparions, Saskia me parlait de interlinking, pour me parler de l'interconnexion des systèmes, et alors que moi je n'écoutais pas très bien, je comprenais interlinking. Et je me disais, mais finalement, est-ce qu'avec ISO 20022 et donc la qualité des données et la standardisation de ces données, est-ce que justement on ne devient pas intelligent ? C'est-à-dire qu'en fait, on a la possibilité de réagir beaucoup plus en temps réel, et donc non seulement les paiements vont mieux se faire, mais tout ce qui est retour va pouvoir se faire beaucoup plus rapidement. Et c'est ça, interlinking ? Non, dans le sens que nous le comprenons, mais pour revenir sur la question interlinking, peut-être après, mais je pense, oui, les informations sont aussi importantes, pas seulement pour le côté, des deux côtés, c'est le côté compliance, quand l'adresse est structurée, le nom est beaucoup mieux structuré, ça fait que pour les banques, c'est beaucoup plus
simple, aller plus vite pour exécuter les vérifications, mais aussi, oui, pour le client, pas seulement le client qui envoie, mais aussi le client qui reçoit. Il voudrait bien être capable de voir toutes les informations concernant le paiement, peut-être, hein, tous les éléments commerciaux aussi qui sont dans le paiement et pas seulement. Donc je pense que c'est important de réfléchir, pas seulement à la valeur pour celui qui envoie, mais aussi comme société, qu'est-ce que tu veux de retour, qu'est-ce que tu veux recevoir de ta banque. Et si c'est ta banque qui doit ajouter certaines informations, ça fait tous des arrêts qui font de plus en plus, à nouveau, décaler le paiement. Donc, finalement, et quand on fait une certaine prévalisation, il y a déjà les infos qu'il faut les mettre quelque part, donc probablement récupérer ces infos qu'on a utilisées dans la prévalidation peut aider justement à faire augmenter la vitesse du paiement. Mais, et pour revenir sur Interlinking, mais je ne vais pas faire tous les détails, mais Interlinking pour nous, c'est plutôt vu par aujourd'hui sur tous les systèmes de paiement instantanément, qui en place de faire une communication de l'un à l'autre, c'est on connecte deux plateformes vraiment ensemble. Et celui qu'on est le plus proche, c'est EBA Clearing avec RT1, hein, les paiements instantanés en euros, et TCH avec RTP, les paiements instantanés aux États-Unis, et qui vraiment essaye de lier les deux plateformes pour qu'il n'y ait pas d'impact sur les utilisateurs de ni RT1 ni TCH au premier moment, seulement les banques qui aident avec le FX et la liquidité, hein, les provider banks, mais pour le reste, de faire exactement ce paiement instantanément de deux côtés. Ça, c'est très clair. Ouais. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas évident au départ et qu'en fait, effectivement, l'interconnexion des plateformes de paiement est quelque chose qui est totalement transformant. Oui, et correct. Et justement, la raison pour laquelle Swift voulait absolument y participer, c'est que le jour où ces différents systèmes de paiement instantanément, globalement, je ne sais pas combien il y en a, mais j'estime 80, 100 ou peut-être plus. Une soixantaine. Voilà, soixantaine. Donc, si eux tous commencent à se connecter, il faut quand même que quelqu'un aide les banques à avoir un accès à tous ces systèmes d'interconnectivité en utilisant de préférence ISO 20022, hein, mais que Swift aide à faire le routing, revue de ISO standardisation, etc. Et de laisser les banques de faire le choix comment se connecter, mais aussi de participer dans cet interlinking possible. Et Michel, on avait d'autres exemples d'interlinking, non ? Oui, enfin, finalement, on parle de convergence aussi. Hein, c'est des initiatives comme le P27 pour les pays nordiques, avec la volonté d'échanger en temps réel. Donc ça, c'est une initiative qui est en cours. C'est également, je dirais, l'interconnexion avec TIPS aujourd'hui et Riksbank en Suède. Aussi une autre façon de créer cette convergence. Il y a également en Asie des initiatives en cours entre Singapour et la Thaïlande, je pense, et l'Indonésie. Donc, et également avec l'idée de créer finalement ces corridors de règlement instantané. Donc, on voit bien que dans différentes régions aujourd'hui, il y a cette volonté finalement de passer dans le temps réel sur le traitement, parce que finalement tout est dans cette logique de temps réel. Donc voilà, c'est je pense une période très intéressante où nous voyons effectivement ces initiatives les unes à côté des autres qui cherchent finalement à créer cette interopérabilité finalement entre les différentes plateformes. Chez BNP, Bruno, vous... Je voulais juste peut-être expliquer que ça a l'air compliqué. Mais en fait, l'objectif, et c'est notre vision aussi, c'est qu'il faut rendre ça utile et facile, évidemment, pour vous. Et ça veut dire quoi ? Deux exemples très concrets, par exemple. Si vous avez une liste des acheteurs ou de vendeurs dans le monde, et vous avez les données, et vous savez que pour cet paiement vers l'Inde, par exemple, il faut une donnée supplémentaire pour les US, un routing number, pour le Mexique, une clave number,
on peut regarder les données, vous allez valider vos données vous-même, vous allez peut-être vous appuyer sur une currency guide comme celle que nous avons pour essayer de vérifier directement si vous avez les données nécessaires pour faire un choix des paiements instantanés. Et donc, à la fin, cette complexité de dire est-ce qu'on passe à gauche, à droite, en haut, en bas, on va la cacher un peu. Mais pour que ça puisse être possible, il faut que ça soit des messages standards, des modes de fonctionnement standards. Et donc, c'est ça que les banques, globalement, et on travaille très bien ensemble, je dois dire, avec d'autres partenaires aussi, pour voir comment est-ce qu'on peut rendre ça interopérable en suivant des règles, parce qu'il ne faut pas oublier que les devises, et on a vu ça récemment, ont leur propre complexité et leurs propres règles, banque centrale de chaque pays. Donc, il y a cette complexité-là, mais il faut qu'au moins les rails, comme on appelle ça, les rails, soient le plus facile à passer et qui parlent un rail avec l'autre rail. Le risque qu'on a, c'est que chaque cas d'usage va créer son propre système de paiement. Et là, le risque qu'on a, c'est que ça veut dire on devra passer par ce système pour ajouter de l'argent pour faire ce type de cas d'usage, et je dois fonder un autre système pour faire cet autre cas d'usage. Donc ça, je pense qu'on va tous y perdre si on va dans cette direction-là. Donc c'est ce qu'on veut, c'est que tout ça se parle. Et à la fin, on arrive à mettre le bon choix selon le montant, selon les devises, le paiement, les datas dans des différents pays. Donc juste pour le rendre un peu plus facile pour vous, en fait. Alors, on voit bien ce rôle absolument fondamental de la collaboration interbancaire. Donc SWIFT, je pense, a encore de belles heures devant lui. 50 ans, c'est jeune, finalement. Alors, j'avais un autre point qui m'intéressait quand on a parlé de cette question de bout en bout. Je me dis quand même, toute la question de la lutte contre la fraude et la question du change, notamment dans les paiements, sont des questions que l'on peut traiter assez facilement quand on est dans un monde de silos, que l'on s'arrête, que l'on regarde. Voilà. Mais quand on est dans un monde en temps réel, en bout en bout, je pense que ces deux points, le FX et tout ce qui est lutte contre la criminalité financière, sont des points qui sont cruciaux, j'imagine, dans vos systèmes chez HSBC comme chez BNP. Donc, bon, en fait, on revient à la prévalidation. Vraiment, c'est le mot que vous devez retenir, c'est que dans la prévalidation, et de nouveau, il y aura chez vous la trésorerie et chez nous dans la banque, c'est qu'on va vérifier certaines choses, comme par exemple, est-ce que le compte IBAN existe? Il y a des pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, qui a mis en place des informations sur le cas qu'il y a des IBAN qui ont été utilisés par une cause de fraude ou ont été identifiés pour la fraude. Donc, si on a l'information, si on peut aller vérifier si le code IBAN est bien associé à la bonne société, s'il n'a été pas marqué par quelqu'un comme à risque, on va pouvoir lutter contre la fraude beaucoup plus efficacement. Et donc, un des services prévalidation, c'est la lutte contre la fraude. Sur le IFX, pour moi, et là on voit ça, il y a une régulation européenne qui est mise en place, il faut que ça soit transparent dès le départ. C'est-à-dire, si vous faites un paiement, vous savez quel est le change. Les moments dans lesquels le change se fait, à la fin, il diminue de plus en plus, on le voit. Donc c'est la transparence des taux. Avec Swift GPI, on arrive à voir ça dès le départ, et on peut voir si le change a été pris quelque part dans le chemin qui ne devrait pas s'avoir pris. Donc ça veut dire qu'on peut aussi rendre ça très transparent. Donc le change, c'est devant, en sortant, et la fraude aussi, c'est validation à l'avance. Ça, c'est le message principal. Oui. Et je pense, juste pour ajouter là-dessus, on parle de prévalidation, il faut savoir que là aussi, il y a différentes initiatives dans différentes régions, dans les pays asiatiques aujourd'hui. Il y a déjà, sur les systèmes en temps réel, dans certains pays, ce service qui est mis en place. Et la raison qu'il y a vraiment ce besoin, c'est qu'on doit fluidifier ces flux instantanés. On reconnaît qu'aujourd'hui, la montée en puissance des paiements instantanés est un petit peu freinée, justement par le fait qu'il y a la fraude. Et à partir du moment où on met en place ces outils ou ces solutions de prévalidation, eh bien, on va finalement ouvrir un peu la porte à l'utilisation de ce moyen de paiement. On va enlever un peu la crainte de se retrouver, parce qu'une fois que c'est parti. Donc voilà. Donc je pense que c'est intéressant de voir qu'effectivement, là aussi, ça évolue fortement dans différentes régions. Et prévalidation, donc on comprend bien que c'est un nom générique d'une manière de faire, mais c'est peut-être le nom d'un produit chez Swift de manière plus précise, Saskia, non ?
Oui, correct. C'est pas vraiment un produit, mais oui, on essaie de faire la communication entre les banques, hein, justement pour faire la validation d'un IBAN et autres, mais aussi on essaie d'utiliser les informations que SWIFT a déjà. Finalement, SWIFT voit par jour plus de transactions et on essaie d'utiliser, je ne sais pas le mot en français, artificial intelligence. Oui. Il suffit d'inverser les mots, hein. Intelligence artificielle. Ah, pardon. Intelligence artificielle, pardon alors, pour justement utiliser l'information que si la banque à qui tu envoies ta prévalidation n'est pas encore capable de répondre, de au moins basé sur les datas historiques, de vous donner déjà une idée si ce IBAN a été utilisé dans les derniers jours, est-ce qu'il a été utilisé par BNP ou par HSBC, et justement comme ça au moins vous avez déjà une meilleure idée. Et ça aide pour que tout le monde, parce que tout ça, ça prend du temps pour que tout le monde s'adapte pour utiliser pre-validation. Ça donne du temps à tout le monde de mettre en place cette validation. Non, je crois que c'est important. Et comment vous le transformez en produit pour les clients ou en chose automatique? J'ai parlé sur BNP Paribas et je pense que chaque banque fait sa propre évolution, mais nous, on a, si vous voulez, deux visions. Une dans laquelle, avec des collègues qui sont ici, on a une capacité de faire du intelligence artificielle, effectivement, pour vérifier et nous-mêmes dire, attention, ce paiement vers ce pays, vous n'avez jamais fait ce type de paiement, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez le faire? Donc ça, c'est déjà quelque chose que la banque fait pour réduire le risque de fraude. Et à part, il y a la prévalidation, soit avec SWIFT, soit avec des partenaires qui offrent ce type de services, et il y a eu 2 workshops aujourd'hui d'ailleurs, pour prévalider avant. Donc c'est une défense, première défense à la sortie. Deuxième, la banque, probablement il y aura d'autres qui sont possibles avec SWIFT. Mais je dois dire, sur le risque de fraude, c'est un vrai sujet. Je voyais les statistiques sur le Instant, on était à 40 millions de fraudes récemment. C'est vrai que le Instant, une fois que c'est parti, mais les achats qui se font à distance en ligne, ils vont de plus en plus devenir instantanés. Et les acheteurs, ils sont prêts à dépenser même 50 000, 100 000 euros en distance pour acheter des services. Donc, il faut qu'on rende ces services en sécurité pour qu'on puisse aider les ventes digitales continuer leur progrès et ils sont en train d'augmenter de 10% par an. Donc, au niveau de B2B, donc, il faut évidemment protéger tous ces flux des risques de fraude, effectivement. Oui. Ça répond à... Oui. Ouais, très bien. Je voudrais revenir sur un point. Je pense qu'on ne reviendra jamais assez sur la question de la migration ISO 20022. Et donc, vous allez voir que c'est un sujet important. Dans la question de la mise en place des API, on voit bien qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir une coordination entre les différentes banques partout dans le monde. Et donc, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du travail que fait SWIFT dans ce domaine-là, et puis donc des pilotes qui sont en cours. Et voilà. Je pense que c'est un sujet assez crucial pour répondre à la vision de Faiza, qui était de dire de bout en bout, soit, mais ça ne va pas se faire sans les API. Non. API, c'est important pour différentes façons utilisées chez SWIFT. D'abord, si je retourne aux plateformes qu'on lance en novembre, oui, on va, sur des années, remplacer le messaging, donc les messages d'aujourd'hui, avec des API. Hein, et ça va venir et ça prend du temps. Et il y a des banques qui sont plus vite que des autres, mais à partir de novembre, on peut utiliser ou remplacer la messagerie par les API. Mais aussi, les plateformes utilisent des APIs, justement pour aller de bout en bout, mais aussi de rendre des services de plus, hein, comme tu parles de pre-validation. Il peut y avoir des fournisseurs qui peuvent aider à pre-validation. Et donc, SWIFT va avoir une plateforme qui est bien sûr accessible pour toutes les banques, mais aussi, on va laisser des fournisseurs différents qui peuvent ajouter de la valeur dans l'exécution du paiement. On va les laisser la capacité de se connecter avec les banques qui veulent pour justement utiliser les APIs pour qu'en même temps, on enrichit la transaction qui continue, que les banques de l'autre côté peuvent faire leur vérification et potentiellement ajouter des informations aussi, et justement pour que
le paiement va beaucoup plus vite et qu'on fait à côté de la pre-validation qui est aussi basée, by the way, sur APIs, justement tout ça peut se faire plus ou moins en même temps, ce qui est le bon avantage, je pense, de API. Et on essaie aussi dans le cadre du G20 de supporter l'harmonisation ou la standardisation d'utilisation de API et bien sûr utiliser les mêmes éléments d'information, comme on utilise dans ISO 20012, qui, pour ceux qui utilisent la messagerie ou pour ceux qui utilisent APIs, que ça continue bien à utiliser exactement les mêmes informations et qu'il n'y a pas de différence sur les banques qui sont déjà en avant utilisant API et ceux qui utilisent encore messaging. Parce que finalement, l'avantage qu'on veut donner, c'est que les banques qui veulent être premiers, de leur donner la possibilité d'innover, d'aller plus vite et d'utiliser toutes les nouvelles technologies qui sont disponibles. Mais finalement, on a besoin de reach, nous tous. Les banques doivent être capables de joindre aussi quelqu'un qui n'est pas encore prêt à faire cette évolution technique. Et donc, nous, on va garantir l'interopérabilité entre tous ces différents systèmes qui sont là. Si je peux se dire, le rôle des SWIFT pour moi qui est très important, et toutes les autres banques disent la même chose, c'est la standardisation de ces API. Sur le On-Demand Treasury Position, c'est très important que l'API fonctionne de la même façon si on est chez BNP ou HSBC. Sinon, la complexité de nouveau remonte vers vous. Donc ça, c'est vraiment la stratégie. Je pense qu'en Europe, on aurait beaucoup gagné sur PSD2 si on avait plus de standards. Je pense qu'il faut qu'on apprenne de ça et qu'on essaye de mettre maintenant des standards à travers SWIFT et d'autres acteurs qui pourraient arriver, mais de dire un API qui fait la même chose doit fonctionner de la même façon indépendant de où se trouve le compte, ou le wallet, ou le token d'un jour. Voilà, ça c'est vraiment important et ça va nous faire gagner du temps. Le token, on va le garder pour la fin. Mais avant de parler du token, pendant les quelques minutes qui nous restent, on avait discuté dans notre préparation d'un sujet qui me semble extrêmement intéressant, qui est les changements que vont apporter l'instantanéité dans le credit management. Et ça, j'aimerais bien vous entendre, les banquiers, un petit peu sur cette question. Quels sont les changements côté credit management que vous voyez, à la fois dans les garanties, etc. Voilà. Bon, en fait, une chose qu'on voit et que vous entendez tous parler des Buy Now, Pay Later sur la partie individuelle et la nécessité de réguler, mais du côté B2B pour revenir, en fait, nous, on connaît qui achète chez nous, et si on ne le connaît pas, c'est une société qui a des informations publiques. Donc, une des choses qu'on est en train de mettre en place et que je pense qu'on aura très vite une croissance importante en Europe, c'est la partie de donner la même expérience à des sociétés. Donc si, par exemple, quelqu'un c'est une petite société, surtout la petite société, ils doivent mettre en place une cuisine, mais ils se font payer qui est dans 60 jours par leurs clients. Si vous êtes en train de vendre des cuisines, vous leur donnez un crédit de 30-60 jours de façon instantanée au moment de l'achat digital ou sur place. Ce type de logique, elle est faisable. Pourquoi ? Parce qu'on a des données. Et les données nous disent tel type d'industrie, tel type de personnes, tel type d'achat, ça colle. Donc, on peut octroyer un crédit qui soit c'est financé par vous, trésorerie, parce que vous avez du cash, soit c'est financé par la banque. Et finalement, tout ça permet d'octroyer un moyen de paiement. Je dirais c'est presque un schéma de paiement dans lequel le financement, la garantie vient avec. Et ça, je pense qu'on va voir ça augmenter de façon importante parce que tout le monde a besoin de fonds de roulement. Surtout quand on doit avoir plus de stock parce qu'on ne sait pas si demain on aura besoin de plus d'infos, donc de stocker un peu plus de nos biens, c'est ce qu'on a besoin pour construire, c'est ce qu'ils vendent. Donc ce type de credit management, je pense qu'il s'accélère comme moyen de paiement. Donc on ne pense pas que c'est du crédit, on dit voilà, l'option tu payes dans 30 jours, 60 jours, ça sera une alternative de paiement pour les entreprises aussi. Oui, tout à fait. Je pense que, bien sûr, c'est encore une fois basé sur ce socle qui est l'ISO 20022 parce qu'il y a ces qualités de données et qu'on va pouvoir effectivement avoir des outils qui vont nous permettre de prendre ces décisions-là et d'apporter ces solutions finalement de financement que aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup de Buy Now, Pay Later, mais c'est effectivement qu'est-ce qui va englober cette offre en matière de, je dirais, en matière de qualité des données pour la prise de décision. Ah, très bien. Je vois que le temps passe et j'aimerais bien savoir si on a des questions dans la salle ou si on en a reçu par ConnexMe qui, je crois, s'est remis à fonctionner en début d'après-midi.
Est-ce qu'on a des questions par ConnexMe? Faites-moi un petit signe au fond pour me dire non ou oui. Alors ça, c'est un signe qui veut dire non, donc on n'a pas de questions par ConnexMe. Et donc, je veux savoir si on avait des questions dans la salle, et si quelqu'un... Oui, je vois que j'ai déjà une question, ça va me permettre de jouer avec mon jeu préféré que nous avons réparé. Voilà. Est-ce que... Ah bon, bah non, ça marche. Ah oui, on l'a réparé. J'avais une question concernant la fraude. Donc, vous avez beaucoup parlé de prévalidation, mais concrètement, alors vous avez parlé chez Swift qu'apparemment il allait y avoir une intelligence artificielle qui allait un peu sécuriser tout ça aussi. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, s'il y a un nouveau client chez l'un des utilisateurs de Swift, qu'il y aura, par exemple, un message d'alerte? Est-ce que vous êtes certain de cette opération, par exemple, pour éviter soit les erreurs humaines, mais aussi, bien sûr, la fraude? Et aussi, est-ce qu'il y a une idée de créer une assurance pour les instant payments? Parce que quand même, c'est des sujets qui pourraient bientôt englober plusieurs millions d'euros. L'assurance. Oui. Bon, je commence et après. Ouais. Donc en fait, dans la partie déjà sur les instant payments, bon, il y a la partie ajouter un bénéficiaire. Ça commence par là en fait. J'ajoute un bénéficiaire et on voit dans d'autres pays aussi qu'on ne peut pas faire un paiement instantané tout de suite. Il faut qu'on ajoute un bénéficiaire qui passe un peu de temps et après on peut faire un paiement. Ça c'est une première ligne de défense. La deuxième, c'est effectivement les premières fois, et là, mon collègue qui est responsable de la fraude, il est par là, mais en fait, les premiers cas clients, effectivement, ça peut dire, bon, tel pays, tel compte, tel, etc., ça vaut la peine de vérifier qu'on veut faire un paiement instantané. Donc ça, c'est une deuxième ligne de défense. Et troisième fois, si au niveau de les références des données des IBAN et des comptes, parce que voilà, un paiement instantané, effectivement, en Europe, c'est une chose, paiement instantané vers les États-Unis, ça sera encore une autre chose. Si on a des données des IBAN validées par l'entité financière et on voit quel compte est associé à la société qui est vraiment le bénéficiaire, on a un troisième niveau de défense. Donc je pense que c'est une question de combien de niveaux de défense on a pour diminuer le risque de fraude. Effectivement, je vous dis ça et vous dites, et il est où l'instantanéité dans tout ça? Donc l'enjeu, c'est que tout ça doit se faire de façon instantanée. Millisecondes, boum, c'est fait. Et donc à la fin, oui, l'instantané vers l'Inde, c'est pas 5 secondes, c'est peut-être 8, mais c'est pas grave, c'est assuré. En fait, c'est un peu ça. Les assurances, c'est un bon sujet parce que c'est vrai que là, si vous savez en fait, ça dépend qui tient l'assurance et combien ça vous couvre l'assurance sur la fraude. Et ça, c'est des questions importantes parce que pas tous les services de vérification de fraude couvrent sur l'assurance. Donc, ça dépend de quelle banque, ça dépend de quel prestataire, si on vérifie à l'extérieur. Je ne pense pas que Swift va être en direct avec les clients, donc ce n'est pas Swift qui va faire l'assurance. Voilà. Oui, donc je crois que là, je suis assez d'accord avec cette approche. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question? Quelqu'un a envie de jouer avec mon jeu? Il faut lancer fort. Hein. Mais sinon, je peux descendre. Ou Margot peut la récupérer. Merci, Margot. Pas d'autres questions? Alors moi, j'en avais une. J'en avais gardé une. L'apéritif, non? Comment? Pas de questions, c'est l'apéritif. Oui, pas de questions, c'est l'apéritif. Oui. Non, mais c'est un peu après, parce qu'on a une autre petite finale. Non, moi, j'avais une question qu'on avait gardée pour la fin à propos des monnaies numériques de banque centrale. On en a parlé longuement pendant la session de ce matin, mais alors on n'a pas parlé de l'aspect purement technique et donc de la manière dont vous, banque et Swift, ça m'intéresse de savoir comment vous voyez le fait que peut-être demain, j'aurai un compte j'espère que ça va être comme ça, dans ma banque commerciale qui me donnera des euros numériques de banque centrale et comment je vais pouvoir les utiliser et est-ce que je pourrais faire des paiements internationaux avec ça? Non, parce qu'on en a parlé, hein, évidemment, et on en parle tout le temps dans tous les événements, effectivement. Mais on vient de vous expliquer l'interopérabilité entre les différents systèmes, entre les clearings instantanés dans tout le monde, via des plateformes qui permettent d'échanger l'information. Il faut penser que ces nouvelles initiatives sont des nouveaux clearing systems, sont des nouveaux systèmes d'échange. Il faut le penser comme ça. Donc, si on a Stet, Iberpay, Tips et RT1 et on est tous connectés à tous,
On aura un autre qui sera CDBC européen, on aura peut-être un autre qui est Nexus, on aura un autre qui est l'américain quand il sera là, s'il sera là, et on va devoir rendre ça interopérable de nouveau. Ça, c'est la vision, et Swift peut jouer un rôle, et c'est des discussions qu'on a avec Swift, avec les autres banques, c'est qu'il faut qu'on puisse interagir pour que le paiement, de nouveau, il va falloir savoir la devise, le change, la transparence, tout ça est commun. Après, la façon comme l'échange s'est fait, ça va être différent, ça va avoir des avantages, mais c'est un nouveau système de clearing. C'est comme ça qu'on le voit, et c'est comme ça que je le vois pour le moment. Je pense qu'il y a aussi les cas d'usage. Aujourd'hui, effectivement, on en a parlé ce matin. Ça va rentrer peut-être effectivement dans le domaine d'un autre moyen de paiement, enfin d'une autre façon de régler, parce que justement aujourd'hui, il y a des détenteurs ou demain de monnaie électronique, mais il faudra effectivement qu'il y ait un vrai cas d'usage pour que tous les différents acteurs rentrent dans la danse. Et là, déjà, effectivement, on voit que sur ce qui est plutôt les échanges, je dirais, entre guillemets traditionnels, mais qui sont en train d'évoluer, il y a pas mal de changements. Voilà, je veux dire, il y a aujourd'hui pas mal de choses à régler déjà à ce niveau-là. Est-ce qu'effectivement le CBDC va venir révolutionner tout ça? Peut-être pas. Est-ce que ça va être une autre option? Peut-être oui. Et justement, c'est là où il faut effectivement être dans ce suivi, ces investigations et ces différents POC dans lesquels toutes les banques aujourd'hui, y compris Swift, travaillent de façon active. Saskia, le mot de la fin? Oui, je suis d'accord avec les deux. Et je pense que chez Swift, on le regarde du côté, ça peut se faire ou pas, c'est pas à nous de décider, mais on voit de plus en plus de fragmentation dans le monde de paiement, avec toute la digitalisation qui a vraiment augmenté très forte avec Covid. On voit des différents systèmes fermés, des différentes initiatives à nouveau arriver, et il y aura encore plus de fragmentation. Et là, on essaie vraiment, comme Bruno avait déjà dit, il faut quand même de l'interopérabilité. Le client, s'il soit une société ou s'il soit un individu, il veut envoyer son paiement de son compte ou de son wallet ou de son téléphone ou n'importe, et il veut qu'il arrive à l'autre bout vite et transparent. Et donc, si on commence à ajouter encore plus de différents systèmes l'un après l'autre, nous, on essaye vraiment de dire aux banques centrales, surtout sur les CBDC, réfléchis au moment du design déjà à certains éléments qui sont vraiment nécessaires pour garantir l'interopérabilité après, dont par exemple ISO 20022, on y revient, mais aussi autres éléments plus techniques, mais de vraiment réfléchir ça du design, même si on pense que le digital euro, le digital dollar va être plutôt utilisage domestique, on sait tous qu'après, il est utilisé par le client pour faire des achats dans un autre pays. Donc, réfléchis déjà bien du début pour qu'on n'a pas tous les problèmes qui finalement arrivent si on continue à inventer des nouvelles choses. Ils doivent tous se parler à un certain moment, quand même. Merci beaucoup, Saskia. Merci, Bruno. Merci, Michel. Je crois qu'on a bien réglé notre mire pour pouvoir tirer l'an prochain sur la suite de ce sujet de la transformation, parce que je crois qu'elle est profonde et on a encore du pain sur la planche et donc des bons sujets pour Univers SwiftNet qui ne sera pas Univers 100. Voilà. Merci beaucoup.